faites bien de préférer votre émission, celle qui vous donne la clé de l'actualité de la semaine et de celle à venir. Qui pour remplacer Michel Dussuet à la tête des écureuils du Bénin? Un seul nom circule actuellement, celui de Raymond Domenech. Il serait la préférence de la Fédération béninoise de football et du ministère des Sports, dossier à suivre dans cette émission. Un autre retour à Cotonou se prépare. Avec sensation, celui de Stéphane Sessignon, il serait bel et bien contacté par le Coton FC, les requins de l'Atlantique, son club de départ. Mais le joueur est en pleine réflexion en ce moment. À suivre aussi les résumés de la 7e journée du championnat national féminin, ainsi que les temps forts du 8e de finale aller de la Ligue européenne des champions avec un alléchant PSG Real Madrid. Roland Bédier, bonjour. Bonjour Belmondo, bonjour aux amis sportifs. Et votre week-end a été parfait. Votre week-end a été donc parfait. Alors, Chérif Motiwa, bonjour. Bonjour Belmondo, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans ce studio pour animer cette émission. Et votre week-end? Très très bien. Ce n'est certes pas encore officiel, mais selon certaines indiscrétions, Raymond Domenech pourrait être le choix de la FBF et du ministère des Sports pour conduire la maison écureuil. Mais qui est ce vieux briscard du football français qui a tout foutu en l'air en 2010? Élément de réponse à travers cet élément. À son 10 ans révolu, Raymond Domenech pourrait être, selon certaines indiscrétions, prendre les rênes des écureuils. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France au Mondial 2010 en Afrique du Sud est même le mieux placé sur la shortlist des entraîneurs que le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football aimeraient nommer au poste du sélectionneur. Le natif de Lyon, Raymond Domenech, n'a jamais coté une sélection africaine. Il a fait l'essentiel de sa carrière de footballeur et d'entraîneur à Lyon, à Strasbourg, au PSG et chez les Girondins de Bordeaux. Si sa nomination venait être confirmée, Domenech aurait la lourde tâche de qualifier les écureuils à la prochaine CAN en terre ivoirienne. Alors, Roland Bédier, est-ce que Raymond Domenech, qui est annoncé à Cotonou pour prendre en charge les écureuils du Bénin, est-ce qu'il pourra qualifier l'équipe nationale du Bénin à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations? Alors je pense bien qu'avec son parcours et son palmarès plus ou moins riche, nous sommes d'accord, surtout avec l'équipe française dans laquelle il a eu à jouer. Il a dirigé cette équipe aussi de 2004 à 2010. C'est l'échec de la phase de poule de la Coupe du Monde, nous sommes d'accord, 2010, qui a fait qu'il a été renvoyé des bancs des Français. Donc, en plus, à part ça, il a eu à diriger encore beaucoup de clubs, nous sommes d'accord. C'est vrai, il est un peu âgé avec son 12 ans. On espère vivement qu'il puisse apporter, nous sommes d'accord, beaucoup de choses à l'équipe béninoise. On sait vraiment que Raymond Domenech n'a jamais coté une équipe africaine et on le sait aussi, la terre africaine ne le sourit souvent pas puisqu'on s'en souvient, en 2010 en Afrique du Sud, c'est lui avec Evra qui ont pratiquement tout foutu en l'air avec l'équipe de France qui est passée à côté de sa compétition. Chérif Motiwa, je reviens à vous. Est-ce que avec cet entraîneur, le Bénin pourra aller à la prochaine CAN? Personnellement, je pense que Raymond Domenech reste un homme très expérimenté qui pour moi pourrait aider les écureuils à se qualifier pour la prochaine CAN. C'est un mec quand même c'est un personnage, excusez-moi, qui a permis quand même à l'équipe de France quand même d'aller jusqu'en finale très plaisante, l'équipe de France dans cette année 2006, une finale d'ailleurs perdue par les Français face à l'équipe de l'Italie. Personnellement, je pense que Domenech a une expérience un peu européenne qu'il pourra apporter à la tête des écureuils du Bénin. Il a une bibliographie assez corsée qui pourrait quand même lui permettre d'accélérer les choses à la tête de cette équipe béninoise pour rapidement changer les choses. Après, comme vous le disiez tout à l'heure dans votre introduction, la découverte de la terre africaine, ce sera le monde un peu, l'Afrique qui sera un peu le monde nouveau pour lui. On attend de voir sur cet aspect-là, surtout Belmondo Atinko. Stéphane Sessignon, bientôt en championnat béninois, mythe ou réalité, suivez cet élément.
Stéphane Sessegnon, le meneur de jeu des Écureuils, 5 clubs depuis plus de 3 ans, veut refaire son retour à Cotonou. Les dirigeants de Coton FC ont établi le contact à plusieurs reprises avec Sessegnon. Le club du fils du président de la République, Lionel Talon, a échangé au téléphone avec l'international ex-joueur du PSG sur la possibilité de son retour au Bénin. Si Sessegnon arrive à accepter l'offre de Coton FC, premier au classement de la zone C de la Ligue Pro, ce serait pour le club une recrue de taille pour renforcer l'équipe au milieu de terrain. Les requins de l'Atlantique, en plein naufrage en championnat, ont aussi contacté Sessegnon, qui serait en pleine réflexion pour choisir sa prochaine destination. Alors, Roland Bédier, on a comme l'impression que Stéphane Sessegnon a voulu terminer là où il a commencé sa carrière. C'est vrai, ça ne m'étonne pas, parce que je me rappelle bien, Sessegnon a commencé au Bénin. Nous sommes d'accord en 2003-2004 au sein du requin de l'Atlantique, nous sommes d'accord. Tout à fait. Et il a continué son bonhomme de chemin. Déjà en 2008, il s'est retrouvé au PSG où il a été pratiquement le numéro 1, il faut le rappeler, nous sommes d'accord. Sur Antoine Comboiré, je me rappelle bien. Donc, après ça, après son départ au PSG, c'est vrai, il a connu véritablement, nous sommes d'accord, un parcours en dents de scie. Nous sommes d'accord, tantôt à Sunderland, nous sommes d'accord, un peu partout. Donc, il décide aujourd'hui de revenir au pays, nous sommes d'accord, de finir, nous sommes d'accord, au pays. Je pense que c'est une bonne nouvelle et c'est bien choisi. Tout à fait, c'est bien choisi. Alors chérie, mon choix sur la même question. Je ne prendrai pas forcément le contre de Roland. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour lui, d'abord pour lui et pour le championnat. Pour lui, parce que là, il est très âgé, il est trop vieux. À 37 ans, je ne vois pas forcément un club européen encore s'intéresser au personnage. Après, le bémol, il pourrait quand même s'intéresser au championnat italien, au championnat chinois, japonais, comme les Beckham, les Gervinho ont eu l'habitude, mais je pense quand même qu'il en a forcément besoin d'un club dans lequel rebondir rapidement, pourquoi pas retrouver l'équipe nationale. Ce ne serait pas une humiliation pour lui d'évoluer en championnat béninois? Non, pas une humiliation, mais au contraire, ça pourrait apporter un plus. Voilà, ce championnat béninois. Ça peut faire venir certains supporters. Exactement. Les Béninois seront motivés pour aller découvrir la nouvelle star recrue, Sessegnon, les maillots seront vendus. Je pense clairement que ça va apporter un plus. Voilà, à ce championnat béninois. Mais ce n'est plus Sessegnon des années 2002, c'est des années 2004. Ah oui, Belmondo, mais nous parlons quand même du championnat béninois. Là, j'ai voulu, il est à 37 ans maintenant. Exactement, mais nous parlons quand même du championnat béninois. Le championnat béninois, ça n'a rien à voir avec le championnat européen. Oui, c'est vrai. Mais n'empêche, on aura du spectacle, les gens vont s'intéresser à Stéphane Sessegnon, le grand Sessegnon. Qui revient au Bécaye. Exactement, qui revient au Bécaye. C'est vrai. Alors, dans le dernier classement FIFA Coca-Cola, les Écureuils n'ont ni régressé ni progressé. C'est ce que nous dit Chérif Monchewa. La FIFA vient de communiquer son classement de ce mois de février. Sur le continent africain, le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, a fait un grand bond et reste toujours leader. Les champions d'Afrique sont en tête devant le Maroc, 24e mondial, qui a aussi gagné 4 places, 16e mondial. Au dernier classement, le Nigeria a lui aussi progressé de 4 places et remonte au 3e rang sur le continent. 32e mondial, devant l'Égypte, 34e au rang mondial et la Tunisie, 36e mondial. L'Algérie, quant à elle, se retrouve 43e au rang mondial et 7e en Afrique, 3e de la CAN. Le Cameroun aussi a de son côté fait un grand bond dans ce classement. 50e au rang mondial lors de la dernière mise à jour. Les Lions indomptables gagnent 12 places et sont désormais à la 38e position, 6e en Afrique. La meilleure progression dans ce classement est à mettre à l'actif de la Gambie, 125e. Plus 25, la Guinée équatoriale qui a également accédé au 8e de finale, grimpe de 15 rangs et intègre le top 100. À noter également les percées du Malawi, 119e, plus 10 et du Gabon, 82e, plus 7. Le Mali, 48e, plus 5, fait un peu moins bien mais s'installe malgré tout dans le top 50, 17e lors du dernier classement. C'est le statu quo pour le Bénin. En effet, les Écureuils conservent leur 83e rang au classement mondial et restent inamovibles dans le top 20. On change de sujet pour s'intéresser au volet social. Le ministère des Sports et celui des Affaires sociales ont appuyé en équipement les personnes à déficience physique et mentale. Roland Bédier, le compte rendu. C'était dans les locaux du ministère des Sports, devant un parterre de personnalités, que la Fédération béninoise du handisport a reçu un lot d'équipements offert par le ministère des Sports en complicité avec celui des Affaires sociales et de la microfinance. Il s'agit de plus de 4 ballons de basket, de jeux de maillot complets de basketball, de chasubes, jeux de 15, de paires de genouillères, de coudières, de boules de masse de 3 kg, 4 kg, 5 kg et de 12 équipements spécifiques.
Selon le directeur du sport et de la formation sportive Christophe Novillon, cet événement fait suite à une série d'actions menées par le ministère des Sports à l'endroit des personnes en situation de handicap. Suivons-le. Une remise qui, elle, fait suite à une série d'actions menées par le ministère des Sports en faveur des personnes vivant en situation de handicap et qui s'adonnent au même titre que les autres personnes supposées valides aux activités sportives, plus précisément une série d'activités qui ont conduit et le ministère des Sports et la Fédération du sport du Bénin à travers différentes communes de notre pays à sensibiliser les personnes en situation de handicap à la pratique de sport. Abdelrahman Ouro, président de la Fédération de handisport, apprécie la complicité entre les deux ministres et rappelle que le sport est un puissant moyen d'inclusion sociale. Nous autres personnes handicapées, nous allons profiter de cette complicité-là. Ça veut dire quoi? Dorénavant, lorsqu'une question passera en Conseil des ministres, on peut compter sur le ministre des Sports et en même temps sur la ministre des Affaires sociales. À partir d'aujourd'hui, les gens vont définitivement comprendre que le mandat sous le vocable social, hautement social, n'est pas un vain mot, que c'est une réalité. Donc nous réunissons aujourd'hui nous donner ce matériel parce que c'est une première fois que le ministère des Sports accompagne donc le handisport. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance remercie son homologue tout en exhortant les handicapés à en faire de bon usage. Monsieur le ministre des Sports, permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements pour cet investissement noble qui matérialise votre sublime engagement à contribuer à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées par la pratique du sport. Cela prouve à quel point vous êtes à l'écoute de vos cibles et particulièrement de nos cibles communes. Considérez que vous avez désormais une supportrice et un supporter engagés à vos côtés. Pour le ministre des Sports, Oswald Omeki, cette initiative n'est que partie remise. C'est une conviction et c'est l'expression de notre compréhension de cette conviction que Madame la ministre des Affaires sociales et moi-même sommes en train de faire aujourd'hui. C'est un témoignage de cette foi que nous avons en vous, de cet accompagnement que nous voulons vous donner. C'est aussi une matérialisation modeste, mais en tout cas une matérialisation concrète du mandat hautement social qu'a annoncé le chef de l'État et qui prendra plusieurs formes. Recevez symboliquement ces équipements. Je n'ai pas besoin de vous prescrire d'en faire bon usage. Vous êtes l'une des fédérations les plus sérieuses au Bénin. Et donc, je veux vous recommander d'en faire usage tout simplement en attendant que nous ne venions encore avec beaucoup d'autres choses. Du foot maintenant chez les dames, 7e journée de la Ligue Pro féminine de football, victoire de Naja FC sur Blackstone. C'était sur le terrain de l'UAC, Dabo Mekalabi, Roland Bédier et Vital Amoussou. En début de partie, les équipes jouèrent les coups à fond sur les attaques rapides avec notamment une Bailly Kessia très active. Après un début de match plutôt tranquille dans le rythme, les filles de Bello Mustafa pensaient ouvrir le score sur un tir cadré à la 10e minute. En réaction, Naomi profitait d'un ballon perdu pour se procurer d'une première occasion, mais ne cadrait pas sa tentative. En maîtrise par la suite, les locaux montèrent la pression, mais la gardienne des Oranges repoussait toutes les tentatives. Pourtant, juste avant la pause, Nadia avait chaud. Au retour des vestiaires, Nadia revenait avec de bonnes intentions en exerçant une vraie pression dans le camp adverse. Dos au mur, les Blackstone tentaient bien de réagir, mais manquaient cruellement de précision à l'approche de la zone de vérité. À la 53e minute, Sossou Inès profite d'un long dégagement de la gardienne pour servir l'impeccable Joy Igbazenda qui, après avoir neutralisé son face-à-face, met son deuxième but en 3 matchs. Les Blackstone jouaient avec le feu sur la fin de la partie, mais même sans contrôler,
les dernières minutes, Nadia concevait ce résultat pour empocher un succès précieux. À la fin du match, le coach de Nadia donne ses impressions. Et pas ce qu'on attendait, mais la victoire est là quand même. L'équipe qui est en face, bon, elle aussi n'a pas démérité. Elle a fait ce qu'il fallait, mais hélas. Qu'est-ce qui a véritablement marché dans le match? Bon, les filles ont joué ensemble, c'est ça. Ensemble, dans la cohésion. Elles ont suivi également les consignes qui ont été données. Atoyo Germaine, joueuse de Nadia FC, fait son analyse. Selon moi, c'était une victoire. Parce que quand nous avons regardé le match de l'année passée, là, par rapport à celle-ci, ça a été... Même s'ils ont fait du renforcement, là, quand même, nous, on se dit que contre eux, là, quel que soit ce qu'ils vont faire, là, avec l'esprit de communion qui règne en nous, là, nous allons tout faire pour les battre. À noter que Nadia vient d'engranger sa deuxième victoire en 7 matchs. Alors, Roland Bédier, les joueuses de Naja FC ont été époustouflantes d'aisance sur le terrain. C'est vrai, après 3 défaites, 2 nuls et 2 victoires, je pense que ces filles de Bello Moustapha sont véritablement en jambes, surtout la dernière rencontre le samedi passé sur la pelouse de l'Université d'Abou-Kravich. Vous aussi, si vous étiez là, vous allez sentir que véritablement elles sont en jambes, elles sont décidées. Surtout le vice-coach vient de le dire. Elle respecte les consignes, nous sommes d'accord, du coach et ce qui a valu cette victoire. Roland Bédier, vous êtes très inspiré, de même que les joueuses de Naja FC. Toujours chez les filles, Gazelle de Calavi FC a pulvérisé Flèche Noire de Révier. C'était sous les regards de Chérif Monchewa. La 7e journée du championnat féminin s'est ouverte ce samedi à 14h à l'université d'Abomey-Calavi entre Gazelle de Révier et Flèche Noire. Le coup d'envoi du match officiellement donné à 14h sous une salle très intense. C'est l'équipe de Gazelle qui s'impose sur un score de 3-1. En première période de jeu, la défense de Flèche Noire se met très tôt en difficulté. Un match bien maîtrisé par les filles de Franck Aouchemin qui inscrivent le deuxième but sur penalty à la 13e minute de jeu par une réalisation de Bellani. Une équipe de Gazelle de Révier trop forte pour les visiteuses qui vont sombrer en encaissant un 3e but juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Flèche Noire revient avec de nouvelles intentions et réduit le score en toute fin de match grâce à Rachel Renfort. Écoutons les deux capitaines. Moi, j'ai remarqué personnellement, le football, c'est pas seulement dans le pied, c'est pas seulement le technique. Il y a le mental aussi qui travaille. Ce qui fait que le match passé, on ne devait pas perdre ce match, mais on a perdu le match. Par la grâce de Dieu, tout est mis en ordre, ce qui fait qu'aujourd'hui, collectivement, on a pu gagner ce match. Avant de venir au terrain, c'était pas ce qu'on s'était dit. Bon, quand on est venu, voilà ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que vous pensez faire pour améliorer vos résultats pour les prochains matchs? Plus d'entraînement. On va mieux s'entraîner, mieux travailler notre milieu de terrain. A noter que les filles de Ofe Moncho viennent de concéder leur deuxième défaite d'affilée défieront Naja FC à la prochaine journée. Chérif Monchewa, qu'est-ce qui explique la déroute de Flèche Noire face à Gazelle de Calavi? Clairement, je pense que c'est la supériorité qui a dicté sa loi. On a vu une équipe de Gazelle de Révier qui a été largement au-dessus, la facilité à remonter le ballon, un milieu de terrain trop fort pour cette équipe de Flèche Noire qui a manqué d'ambition, un coach quand même qui était absent, qui manquait de... Il y a quasiment pas de changement dans ce match. C'est un match dominé, maîtrisé clairement par cette équipe de Gazelle FC qui pour moi est au-dessus. On quitte maintenant le Bénin, 8e de finale de la Ligue européenne des champions. Le PSG arrache une précieuse victoire contre le Real Madrid. Dans une belle ambiance au Parc des Princes, les Parisiens donnaient un premier frisson à leurs fans avec un centre de Kylian Mbappé pour Di Maria, dont le tir s'envolait dans les tribunes. Les hommes de Pochettino disposaient du contre du bal et exerçaient une grosse pression dans le camp adverse avec plusieurs récupérations hautes. Mais la Maison Blanche résistait avec un bloc bas défensif très bas. Jusqu'à la pause, l'intensité grimpait d'un cran avec plusieurs fautes et même un petit accrochage Paredes-Casemiro. Au retour des vestiaires, les Parisiens repartaient vers l'avant et Courtois devant sortir le grand jeu pour repousser une frappe de Mbappé. À l'heure de jeu, Mbappé continuait de faire des misères à Cavadial qui concédait un penalty après un tacle raté dans la surface de réparation. Mais Courtois dégoûtait encore le PSG avec un superbe arrêt devant Messi. Et finalement, dans les ultimes secondes, Mbappé, auteur d'un festival, délivrait enfin les Parisiens avec une frappe placée pour ajuster Courtois à la 93e minute. Un succès précieux avant la Manchester
match retour le 9 mars prochain au stade Santiago Bernabéu. Le Sporting Club du Portugal a pris une bonne claque à domicile devant Manchester City. Score au final, Chérif Moutiwa, 5-0. Un score fleuve. Suivons les images. Manchester City a déjà fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. À Lisbonne, sur la pelouse du Sporting, les Citizens ont livré une incroyable performance. Les Citizens se sont rendus la tâche facile en ouvrant le score à la 7e minute par l'intermédiaire de l'inévitable Riyad Mahrez, bien servi devant le but par Kevin De Bruyne. Un but d'abord refusé pour une prétendue position de hors-jeu du milieu du terrain belge, puis finalement accordé après l'intervention du VAR. Déjà devant, les Citizens n'ont pas attendu longtemps pour doubler la mise. Et de quelle manière? Trouvé dans la surface à la retombée d'un corner de Riyad Mahrez, Bernardo Silva a inscrit un but sensationnel en plaçant une reprise de volée limpide sur la barre transversale à la 17e minute. Foden ensuite ajouté un 3e but peu après la demi-heure de jeu, bien servi par Riyad Mahrez rayonnant sur son côté droit. Le jeune anglais s'est faufilé entre deux défenseurs lisboètes avant de conclure de près. Mais City, tout simplement irrésistible dans ce premier acte, ne s'est pas contenté de cette avance de 3 buts. Bernardo, idéalement trouvé par Raheem Sterling, a sorti du crochet dévastateur, a permis au Mancunien de prendre 4 buts d'avance juste avant la mi-temps en signant son 2e but personnel de la partie. Au retour des vestiaires, ce même Bernardo a cru s'offrir un triplé, mais son but de la tête a finalement été refusé par une position de hors-jeu du Portugais. Cela n'a pourtant pas brisé la dynamique des Citizens, toujours aussi virevoltants en attaque et sérieux en défense. Les Lisboètes ne sont pas parvenus à cadrer la moindre frappe dans cette seconde mi-temps, réduisant Ederson au rang de simple spectateur. Insaisissable durant toute la rencontre, Raheem Sterling a parachevé la large succès des siens en inscrivant un magnifique 5e but sur une merveille de frappe enrôlée dans la lucarne depuis l'entrée de la surface de réparation. Un but qui lui permet de faire son entrée dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Grâce à cette éclatante victoire, la plus large à l'extérieur de l'histoire en Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola s'offrent le luxe d'aborder sereinement le match retour. On n'a pas vu les minutes passées, nous sommes au terme de cette émission. Chérif Moutiwa, merci. Merci. Bédier Roland, merci. C'est moi. Et nous remercions également cette grande équipe technique de qualité qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. À très vite.